Dernier membre à avoir rejoint les BRICS+, l'Indonésie s'impose aujourd'hui comme une puissance émergente, voire émergée, incontournable, tant économiquement que géopolitiquement. Quatrième pays le plus peuplé du monde avec 275 millions d'habitants et plus grand archipel du monde avec plus de 17 000 îles, à cheval entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, l'Indonésie dispose d'un rôle stratégique tant à l'échelle régionale qu'internationale. Pourtant, le pays doit jongler avec des profondes contradictions tout en restant fidèle à son héritage de non-alignement. L'Indonésie parviendra-t-elle à concilier ces défis pour s'affirmer comme une puissance globale ? L'hindouisme et le bouddhisme sont introduits dans l'archipel entre le 1er et le 5e siècle. À partir du XVIe siècle, l'islam se diffuse progressivement dans l'archipel par l'intermédiaire de commerçants venus de la péninsule arabique. Les Portugais dominent l'Indonésie à compter du XVIe siècle et y introduisent le christianisme. Fondée en 1602, la compagnie néerlandaise des Indes orientales s'implante dans l'archipel indonésien et prend le contrôle du détroit de Malacca en 1641. La domination néerlandaise instaure une économie de plantation fondée sur l'exportation d'épices, de café et d'EVA. Les Portugais restent présents au Timor. Au début du XXe siècle, les premières revendications nationalistes émergent, en particulier au travers du Parti national indonésien, le PNI, et du Parti communiste indonésien, PKI. En 1928, des associations de jeunes et d'étudiants se réunissent en congrès et prononcent le serment de la jeunesse. De 1942 à 1945, le Japon occupe l'Indonésie, marquant la fin de la présence néerlandaise dans l'archipel. Après la capitulation du Japon, Sukarno, fondateur du PNI, proclame l'indépendance du pays le 17 août 1945 et devient le premier président de la République d'Indonésie. Une période de conflit s'ensuit, alors que les Pays-Bas cherchent à rétablir leur autorité coloniale. Après 4 ans de guerre, les Indonésiens récupèrent la quasi-totalité de la souveraineté, à l'exception de la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée, qui sera rattachée au pays seulement en 1963. En 1955, dans le contexte de la guerre froide, l'Indonésie accueille la conférence de Bandung, une conférence qui réunit 29 pays, alors dits du tiers-monde, nouvellement indépendants pour la plupart. C'est la naissance de l'afro-asiatisme, l'affirmation d'un clivage nord-sud, les principes de non-ingérence, d'autodétermination, et cela donnera lieu à la naissance par la suite du non-alignement. La présidence de Sukarno est marquée par des tensions politiques internes entre l'armée, les communistes et les forces islamiques. Le général Suharto, à la tête de l'armée, accuse en 1965 le PKI d'une tentative de coup d'État et s'impose progressivement à la tête du pays. Il lance, avec le soutien des États-Unis, une campagne de répression contre les sympathisants communistes et vise également la minorité chinoise, des paysans, des syndicalistes et des intellectuels. Cette répression aboutit à l'un des plus grands massacres de la guerre froide, qui aura fait entre 500 000 et 1 million de victimes. En 1967, Suharto écarte Sukarno et prend la tête d'un régime autoritaire connu sous le nom d'Ordre Nouveau. Suharto ouvre en parallèle la porte aux investissements étrangers, notamment occidentaux, qui l'attirent par le faible coût de la main-d'œuvre dans le pays. À la fin des années 90, la crise économique asiatique frappe sévèrement l'Indonésie. Elle subit une dépréciation de plus de 50% de sa monnaie par rapport au dollar. La mauvaise gouvernance de Suharto, aggravée par la chute du pétrole, empire la crise. Dans ce contexte, en 1998, de violentes émeutes étudiantes marquent un tournant dans la chute du régime Suharto. La répression fait de nombreuses victimes au cours d'un week-end de manifestations à Jakarta. Suharto perd ses soutiens, dont celui des États-Unis. En mai 1998, Madeleine Albright, qui est secrétaire d'État de Bill Clinton, l'exhorte à démissionner. Il abdique le 21 mai, après 32 ans au pouvoir, ouvrant l'ère de la réforme en Indonésie. Le vice-président Bachuridin Jusuf Habibie succède à Suharto et initie des réformes majeures. Libération des prisonniers politiques, assouplissement des restrictions sur la presse et il permet la tenue d'un référendum au Timor oriental en 1999. D'abord colonie portugaise, le Timor a connu une brève période d'indépendance avant d'être envahi par l'Indonésie puis annexé en 1975. La région se distingue par sa forte majorité chrétienne et sa langue spécifique, le Tetum. Le vote en faveur de l'indépendance conduit à une série de violences perpétrées par des milices pro-indonésiennes avec la complicité de l'armée indonésienne. Environ 1400 civils sont tués et 200 000 sont déplacés ou déportés. Près de 70% des infrastructures sont détruites et le territoire est laissé dans un état de dévastation totale. Des sanctions occidentales sont prises à l'égard de l'Indonésie et le Timor oriental est mis sous administration provisoire par l'ONU jusqu'à son indépendance officielle décrétée en 2002. En Papouasie occidentale, les épisodes de soulèvement sont réguliers, les Papous revendiquant également leur indépendance à l'égard de Jakarta.
En 1999, lors des premières élections libres depuis 1955, le leader musulman du PKB, Parti de Réunion nationale, Abdurrahman Wahid, est élu président. En dehors de cette figure politique, l'Indonésie voit surtout se succéder au pouvoir 3 dynasties politiques, celle d'Habibie, celle de Megawati, fille aînée de Sukarno et principale figure d'opposition au gouvernement actuel, et celle d'Udoyono. Au cours de ces années post-Suharto s'impose le défi de la place de l'islam dans la société. L'Indonésie est le pays musulman le plus peuplé. Environ 87% de la population, soit 240 millions d'habitants, sont musulmans. Traditionnellement, l'islam indonésien est perçu comme modéré, mais les années 2000 voient la multiplication de groupes islamistes radicaux et des attentats terroristes dans le pays. Parmi eux, la Jemaah Islamiyah, fondée en 1993, visant à établir un État islamique en Asie du Sud-Ouest, mène une série d'attentats, dont celui de Bali en 2002, qui fait 200 morts. C'est dans ce contexte de menaces terroristes et de décennies dorées, caractérisées par une stabilité politique et une croissance économique soutenue, que Joko Widodo arrive au pouvoir en 2014. Outsider, n'appartenant pas à l'establishment politique, il laisse entrevoir l'espoir d'une rupture avec le phénomène de démocratie dynastique. Sa popularité repose surtout sur sa politique de développement d'infrastructures, au bilan pourtant mitigé, car créatrice d'inégalités, son activisme diplomatique qui permet à l'Indonésie d'asseoir son influence sur la scène internationale. En 2024, l'élection présidentielle donne lieu à une victoire écrasante de l'ancien ministre de la Défense, Prabowo Subianto. Si les accusations de violation des droits de l'homme pèsent sur lui du fait de son rôle durant la répression des années 90, le général TikTok a massivement utilisé les réseaux sociaux pour adoucir son image. Le soutien du président sortant, Joko Widodo, dont il a nommé le fils comme colistier, a également joué en sa faveur. Mais les interférences de Joko Widodo dans l'élection en vue d'établir sa propre dynastie politique laissent planer des inquiétudes quant à l'avenir démocratique du pays. Prabowo met l'accent sur la défense et la politique étrangère dans sa stratégie politique en prônant une Indonésie forte sur la scène internationale. Forte de ses 275 millions d'habitants, l'Indonésie connaît une expansion économique remarquable. Membre du G20, elle ambitionne d'atteindre le statut d'économie développée d'ici 2045, mais fait toujours face à d'importants enjeux sociaux, notamment en termes d'inégalité. Sa croissance économique est solide et constante, avec une croissance moyenne annuelle avoisinant les 5% depuis le début du siècle. Le PIB par habitant a été multiplié par 6 entre 2000 et 2022. Cette croissance a permis à l'Indonésie de devenir la 16e économie mondiale et la première de l'ASEAN. L'économie indonésienne repose notamment sur les nombreuses ressources naturelles abondantes sur son territoire, notamment les minerais stratégiques, en particulier dans un contexte de transition énergétique et de révolution numérique. L'Indonésie est le premier producteur de nickel au monde et 6e de bauxite, et produit également du cuivre et de l'étain. Elle est le principal exportateur de charbon au monde en 2023 et dispose de l'une des plus grandes réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel de la région. En matière de plantation également, elle est le premier producteur d'huile de palme, le deuxième producteur mondial de caoutchouc naturel. L'Indonésie joue aussi un rôle crucial dans le commerce mondial grâce à sa position stratégique. Le détroit de Malacca, dont elle partage la gestion avec la Malaisie, voit défiler un tiers du commerce mondial et 16 millions de barils de pétrole par jour, 3 fois plus que le canal de Suez. L'Indonésie est traversée par des routes majeures reliant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud jusqu'à l'Asie-Pacifique, la rendant vitale économiquement pour plusieurs pays, notamment le Japon, la Chine, Taïwan ou la Corée du Sud. Les principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, Singapour et la Malaisie. Mais elle cherche à diversifier ses partenaires et à attirer les investissements étrangers, notamment pour financer ses infrastructures. Construction de nouvelle capitale Nusantara, de la ligne à grande vitesse Jakarta-Bandung ou pour l'exploitation de ses ressources. L'Indonésie est notamment parvenue à se faire une place dans la chaîne mondiale d'approvisionnement en interdisant l'exportation de nickel brut en 2020 et celle de bauxite en 2023 et favorisant les investissements étrangers pour leur transformation. Malgré ses atouts économiques, l'Indonésie fait face à des défis sociaux majeurs. La pauvreté persiste avec 10% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. L'Indonésie est en première ligne face aux enjeux environnementaux en raison de sa situation géographique et de son modèle économique basé sur l'exploitation intensive des ressources naturelles. Située sur ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, elle subit régulièrement des éruptions volcaniques, tremblements de terre et tsunamis destructeurs. La multiplication des catastrophes naturelles au cours des dernières décennies menace ses infrastructures et nécessite une planification urbaine résiliente. Le dérèglement climatique exacerbe les risques pour les zones côtières comme Jakarta, dont 40% de la ville est sous le niveau de la mer. La montée des eaux pourrait déplacer des millions d'habitants dans les décennies à venir. Le projet ambitieux de la construction d'une nouvelle capitale, Nusantara, vise à répondre à cet enjeu.
Située à Bornéo, cette ville bénéficie d'une position centrale pour l'archipel, facilitant les connexions économiques régionales avec Singapour, Brunei, la Malaisie et les Philippines. Elle offre également un positionnement stratégique en Indo-Pacifique. La nouvelle capitale est conçue comme une ville verte avec 60% de superficie dédiée aux espaces verts et vise la neutralité carbone d'ici 2045. Paradoxalement, une déforestation massive à Bornéo pour ce projet menace plusieurs espèces. Une déforestation qui s'est accélérée au cours des dernières décennies en raison de l'exploitation minière et de celle d'huile de palme. L'Indonésie s'est graduellement imposée comme un acteur régional central, notamment au sein de l'ASEAN, où elle représente 40% du PIB et de la population. Son importance lui permet de s'imposer comme un médiateur des conflits régionaux, comme ce fut le cas pour la situation au Myanmar en 2021, suite à un coup d'État militaire. L'influence et la place de l'Indonésie dépassent désormais largement l'échelle régionale. Déjà, lors de la conférence fondatrice de Bandung en 1955, elle a joué un rôle fondamental dans la définition de la politique de non-alignement et dans l'expression des pays du Sud par rapport au Nord, qui perdure encore aujourd'hui, sous une forme évoluée de multi-alignement. Une diplomatie indonésienne libre et active, favorisant ses intérêts économiques et privilégiant le multilatéralisme pour la résolution de conflits. L'Indonésie adopte une forme de neutralité à l'égard de la rivalité sino-américaine. Face à la montée en puissance de la Chine et au regard d'intérêt des États-Unis en Asie du Sud-Est, le pays applique le concept de l'équilibre dynamique théorisé par Marty Natalegawa, ministre des Affaires étrangères entre 2009 et 2014. Cette doctrine vise à préserver la stabilité régionale dans une diplomatie multivectorielle. Concrètement, l'Indonésie organise par exemple des exercices maritimes de Komodo en 2023 auxquels des navires américains et chinois ont participé malgré leurs différends. L'Indonésie maximise ses intérêts dans la rivalité sino-américaine sans s'engager dans un partenariat exclusif. Jakarta a élevé sa relation avec les deux pays au rang de partenariat stratégique global, même si certains sujets de discorde persistent. Les tensions en mer de Chine méridionale subsistent autour des îles de Natuna et des zones de pêche revendiquées par Pékin. Jakarta évite néanmoins une confrontation directe et privilégie le dialogue tout en renforçant ses capacités militaires. En effet, l'Indonésie envisage d'investir de manière significative dans sa défense en prévoyant un plan d'investissement de 125 milliards de dollars jusqu'au milieu des années 2040 pour moderniser l'arsenal militaire indonésien et multiplier les contrats. Elle n'hésite pas à se rapprocher de la Russie. En 2024, les deux pays ont lancé les premiers exercices navals conjoints, marquant un tournant stratégique dans leurs relations. Un accord de libre-échange entre Jakarta et l'Union économique eurasiatique, Russie, Kazakhstan, Bélarus, serait en cours de négociation. Ayant récemment rejoint les BRICS+, l'Indonésie a d'ailleurs remercié la Russie pour son soutien dans le processus. Et ce, malgré que l'Indonésie, engagée en faveur du droit international, ait voté en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale condamnant l'invasion de l'Ukraine en mars 2022. Le président Joko Widodo a d'ailleurs été le premier dirigeant asiatique à se rendre à Kiev ainsi qu'à Moscou, rencontrant à la fois les présidents Zelensky et Poutine afin d'encourager le dialogue. Le pays entretient également des relations privilégiées avec l'Union européenne. L'UE et l'Indonésie ont signé un accord cadre global de partenariat et de coopération en 2009, entré en vigueur en 2014. Néanmoins, des désaccords subsistent, notamment depuis l'interdiction de l'importation d'huile de palme, décidée par l'Europe en mai 2023, alors qu'elle était le troisième plus gros importateur d'huile de palme pour Jakarta. Paris et Jakarta sont également d'importants partenaires. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont plus que doublé en 10 ans, pour atteindre 3,5 milliards de dollars en 2022. Du 31 janvier au 1er février 2025, Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, s'est rendu en Indonésie pour approfondir le partenariat de défense entre les deux pays. La France a plusieurs contrats d'armement avec l'Indonésie, notamment concernant la fourniture de 2 sous-marins Scorpène et de 42 avions de combat Rafale. En mai 2025, Emmanuel Macron devrait effectuer une visite d'État en Indonésie qui marquera le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et l'Indonésie. Sur le Proche-Orient, l'Indonésie s'engage fermement en faveur de la cause palestinienne et a toujours rejeté toute normalisation des relations avec Israël. Récemment, Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump au Moyen-Orient, a suggéré l'Indonésie comme terre d'accueil temporaire pour les Gazaouis, ce qui a été évidemment rejeté fermement par l'administration indonésienne, mais lui a permis de réaffirmer sa condamnation des violations du droit international ainsi que son renforcement de l'aide humanitaire pour Gaza. Aux Nations Unies, l'Indonésie appelle un cessez-le-feu immédiat. Active sur différents fronts, l'Indonésie s'est logiquement imposée dans de nombreux sommets internationaux, ce qui a considérablement renforcé sa position sur la scène mondiale. Elle a accueilli le sommet du G20 à Bali les 15 et 16 novembre 2022, a entamé des discussions pour rejoindre l'OCDE et enfin devenu officiellement le 11e membre des BRICS le 1er janvier 2025.
L'Indonésie est riche de son passé diplomatique. Elle a été à l'origine du tiers-mondisme, du non-alignement, et a toujours voulu, sauf la parenthèse militaire, jouer un rôle dynamique dans les relations internationales. Pays musulman le plus peuplé, mais pays actif également, l'Indonésie se veut être l'un des champions du Sud global, tout en maintenant des relations apaisées avec le monde occidental.